Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un mini cours sur l'iso inertiel, comment bénéficier de la pliométrie sans les impacts. La première grande idée que je voudrais sortir de votre tête, c'est l'iso inertiel euh, n'est pas une machine excentrique. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et si on s'intéresse à l'iso inertiel, on est sur un outil qui combine un cycle étirement-raccourcissement. Donc, on a trop souvent priorisé que la partie étirement excentrique et pas assez tout le reste. Je me présente, je suis Gaël Faury, préparateur physique, fondateur de Setup Performance. Euh, je me suis spécialisé dans la technologie iso-inertielle depuis plusieurs années et j'en suis venu à développer une méthode unique avec des outils pour proposer aux staff et aux athlètes les bénéfices de l'iso-inertiel et voir comment on peut leur mettre dans leur quotidien. Si on contextualise l'iso-inertiel, il y a eu de nombreuses études entre les charges libres et l'iso inertiel. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que entre le même groupe, donc la même population, un groupe qui fait de l'iso inertiel, un groupe qui fait de l'entraînement à charge libre, donc par exemple du squat à l'iso inertiel, du squat à la barre, ils font le même nombre de séries, le même nombre de séances, le même nombre de répétitions. C'est juste la modalité d'exécution qui change. On se rend compte que on a une augmentation, selon les études, de 10%, avec une augmentation de la force max, une augmentation du temps de maintien d'endurance de force. Là, pour le coup, c'était des athlètes de niveau universitaire aux États-Unis en sport co. Donc, ils ont eu une amélioration du changement de direction. Donc, sur des tests illinois et t-tests, le temps a été réduit. Sur les indicateurs de suivi de performance, comme le CMJ ou le squat jump, on a eu exactement la même chose, 10% d'augmentation. Et également sur le temps de récupération, on s'est rendu compte que sur la partie DOMS, les courbatures liées à l'excentrique, euh, il y avait deux paramètres qui changeaient. C'était d'abord le marqueur perceptif, où les athlètes, si on leur demandait de noter leur douleur ou leur gêne de courbature sur une échelle de 0 à 10, ils notaient avec 10% de moins. Et l'autre chose, c'était le temps de récupération, où en fait, d'habitude, les courbatures restent jusqu'au troisième ou quatrième jour. Là, du coup, on avait 10% de temps en moins sur la présence des courbatures. Nous, ce qu'on se rend compte sur le terrain, avec les différents préparateurs physiques qui utilisent l'iso inertiel et le groupe d'athlètes qui nous font remonter les datas, c'est que nous, on est autour de 30%. Et des gains significatifs à partir de entre la quatrième et la sixième séance. C'est vraiment à ce moment-là où on a les indicateurs qui passent en indicatifs qui sont significatifs. D'autre part, l'iso inertiel, les avantages, peu d'encombrement, facile à transporter, ça se met très vite en place. On l'adapte sur énormément d'exercices et on a une haute capacité de transfert et une dose minimale effective qui est très intéressante. La dose minimale effective, en fait, c'est la stimulation la plus basse qui engendre les plus hauts résultats. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 4 à 6 séances pour avoir des résultats significatifs. Donc, si on résume, l'iso inertiel, ça répond aux enjeux du haut niveau et de la réhab. Mais si vous devez garder une idée de la présentation, c'est l'iso inertiel, ça apporte des résultats plus hauts, plus rapides et une meilleure récupération. Donc, quand on parle d'iso inertiel, pour moi, une des notions qui a fait transfert, c'est la pliométrie, où on s'est rendu compte que l'ajout d'un cycle étirement-raccourcissement, on connaît les bénéfices de la pliométrie, mais par contre, on sait qu'il y a besoin de la doser, de la moduler. On ne peut pas la mettre tout le temps, et ça a besoin d'une méthodologie. Et donc, l'iso inertiel, je l'ai vu comme une complémentarité à la pliométrie conventionnelle. Euh, avec du coup le fait de ne pas avoir d'impact, ça avait certains avantages. Donc le premier concept, ça va être le temps de couplage. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur l'iso inertiel, on va raisonner en termes de timing, qui va nous permettre de contrôler la charge de travail
et l'exécution de mouvement. En musculation, on a les tempos, en iso-inertiel, on a les timings. La deuxième chose, ça sera le principe de tension continue. Lorsqu'on réalise un squat, on a des phases du mouvement où on n'a pas de tension pendant l'exécution. Là, avec l'iso-inertiel, on a une tension qui est continue dans toute la phase de travail. Et ça va nous permettre d'augmenter la densité. On se rend compte qu'on peut faire des séances de 10-15 minutes qui vont avoir le même impact qu'une séance de 45 parce que justement, on a gagné du temps dans l'exécution de mouvement. Et on va avoir un levier qui va nous permettre d'augmenter les effets du stress mécanique, mais en contrôlant l'intensité. D'habitude, lorsqu'on fait de la pliométrie, pour augmenter le stress mécanique, on est obligé d'augmenter la force d'impact. Et là, on va avoir justement un principe différent qui va nous permettre de gérer et monitorer ce stress. La dernière des choses, ça sera la mécanotransduction. On a des gains avec les impacts et on se rend compte que parfois l'athlète n'est pas en mesure de tolérer ces impacts-là, que ça soit parce qu'il est blessé ou parce qu'il est à une période de régénération ou parce que justement on met d'autres sollicitations et on veut pas qu'il y ait d'interférence. La mécanotransduction, c'est l'influence en fait du stress mécanique sur les réponses biologiques. Et donc ça va nous permettre de gérer tout ce qui est libération hormonale et turnover protéique et tout ce qui va nous permettre de créer de la récupération, régénération des tissus, matrice du collagène, sur par exemple un athlète qui est en retour de blessure. L'un des seconds concepts clés, ça sera l'individualisation. Ce qu'on se rend compte, c'est que chaque athlète a besoin d'un stimuli adapté. Et ça, en fait, si on s'y intéresse pas, on peut être dans l'erreur. Je vais vous montrer une courbe. Donc là, c'est l'analyse du signal moteur d'un athlète sur un squat, où en fait, on s'aperçoit que sa phase excentrique à gauche, sa phase concentrique à droite, et on se rend compte que juste en termes d'amplitude, donc de timing, il passe pas le même timing en excentrique et en concentrique. On se rend également compte sur les courbes, en vert vous avez la vitesse, en bleu la force et en rouge la puissance. On se rend compte que dans son amplitude de mouvement, il y a des variations. Il n'applique pas de la force ou de la vitesse au même moment. On se rend compte qu'en fin de mouvement, on a une vitesse qui stagne et on n'a pas de force, pas de puissance. Et pareil, il met un certain temps à régénérer de la vitesse en sortie d'inversion. Là, à l'inverse, on a changé la charge et on se rend compte que l'athlète, ok, il a récupéré un timing plus cohérent. Par contre, il est incapable de générer de la force et sa vitesse est constante. Donc là, par exemple, dans cet exemple, l'athlète, on sait qu'il a besoin de travailler en dessous de cette charge. Et là, on avait mis charge pleine, il était incapable d'exploiter son potentiel. Donc, globalement, comment on arrive à le mettre en place? Si on veut travailler sur le timing, donc tout ce qui est par exemple, de la coordination, on va faire varier les moments de force selon la phase déficitaire, pour justement avoir en fait, une réponse qui est homogène et pas avoir de trous, dans la restitution et dans ce que l'athlète est capable de donner. On va faire varier la charge, on va faire varier le profil force-vitesse et on va faire varier l'amplitude. Si au contraire, on a envie d'aller plus sur un stimuli stress, on va faire varier le ratio excentrique-concentrique, on va faire varier la charge, on va faire varier le profil force-vitesse et on finira par l'amplitude. La dernière chose à garder en tête, c'est que aujourd'hui l'iso-inertiel il est sous-exploité. Pourquoi? On se rend compte qu'on a un outil qui est très puissant, qui apporte énormément de résultats, mais il est peu utilisé parce qu'il y a des erreurs d'utilisation. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'exécution doit être prioritaire sur la charge et l'individualisation, comme je vous ai montré, chaque athlète a besoin d'un paramétrage et d'un monitoring différent
que ça soit sur, la mise en place, des séances, les réglages de la machine, les temps de récupération et cetera. Et ça, on arrive à le mettre en place grâce à ces paramètres-là. Écoutez, j'espère que, cette, mini capsule vous a plu. Pour ceux qui veulent, retrouver les études, et les différents outils, dont j'ai parlé, dans cette étude, je vous laisse, scanner le QR code, pour pouvoir les recevoir par mail et pour le reste, hésitez pas si vous avez des questions. On se retrouve sur, Setup Performance, là où il y a différents articles et hésitez pas, à me poser des questions ou à interagir en commentaire, sous la vidéo. Merci beaucoup.